Du cluster des cartes de Champs-sur-Marne à Aulnay-sous-Bois, en passant par le plateau de Montfermeil et la forêt de Bondy, voilà donc la fameuse dorsale est à 15-20 km de Paris. Un territoire où la nature et l'agriculture représentent 20%. Un territoire où le tissu pavillonnaire occupe 45% contre 7 seulement pour le parc des grands ensembles. C'est intéressant de rassembler ces deux chiffres. Un territoire où les centres-villes sont concentrés sur 7% également. Un territoire où les zones d'activité économique se déploient sur 15%. Un territoire où le campus de Champs-sur-Marne accueille 10 000 étudiants, dont l'école Ville et Territoire de Marne-la-Vallée. Au total, une population de 306 000 habitants aujourd'hui et 400 000 demain, sans doute. Par comparaison, Toulouse, c'est 440 000, Nice, 340, Bordeaux, 239, Le Havre, 183, juste pour qu'il y ait des échelles. Et un territoire qui va connaître deux mutations fondamentales. L'arrivée, pour ne pas dire l'irrigation, du métro express. Bon, je ne connais pas encore le calendrier, mais peut-être que Yves Lion le connaît mieux. Et puis la reconquête du site de PSA à Aulnay, donc une mutation industrielle fondamentale. Notre débat de ce soir, faire ville pour faire société. Alors à l'heure où le vivre ensemble, comme l'a très bien dit Yves Lion à la fin du film, est à l'agenda de la ville, on s'interrogera sur la nature de ce concept. Le morcellement du territoire de la dorsale Est nous amènera à nous poser la question de savoir si le vivre ensemble ne veut pas dire les uns à côté des autres. Sommes-nous dans une société de mitoyens, pour reprendre une expression du philosophe et sociologue Isaac Joseph? L'enjeu est de faire ville autant que de refaire la ville sur la ville. Augustin Berg nous rappelle que la ville est à la fois forme et substance. Il dit l'urbanité est cette composition plus générale où entité spatiale et entité sociale entrent en résonance. Donc nous nous poserons ce soir la question de l'espace public comme épanouissement de l'urbanité. Faut-il réinventer l'espace public? Je vous poserai cette question. On parlera aussi de la perte d'humanité dans la dilution spatiale, dont on a vu quand même à travers les images qu'elle était assez évidente. Et nous allons parler donc de résidence autant que de résilience. Aucun territoire n'est désespéré, nous rappelait Yves Lion. Alors Yves, quand tu as lancé le pavillon de Venise, tu as parlé de rééquilibrer l'urbain. Alors est-ce que ce n'est pas la nouvelle utopie, ça, de tenter de rééquilibrer l'urbain? C'est peut-être pas très pertinent de le poser en termes d'équilibre, parce que je pense qu'on n'y arrivera jamais. Mais en investiguant, en montrant simplement la différence entre les choses dans tous ces lieux, il y a peut-être un moyen d'essayer de considérer que tout ceci relève de ce qu'on appelle la ville, quoi. Même si la plupart du temps on pense que y a la ville qui serait la ville historique, et puis éventuellement c'est quelques prolongements du 19e siècle, et puis que tout ce qui a été fait au 20e siècle n'aurait simplement pas de sens. Donc moi, je crois pas que... Si vous voyez, il y a beaucoup d'arbitraire dans tout ce qu'on a décidé. On a inventé un truc qui s'appelle dorsale est, que cette appellation peut s'arrêter ce soir. Elle n'a pas de fondement, si ce n'est une hypothèse d'étude. Mais en même temps, elle voulait montrer qu'il y avait une opportunité de regarder tout ceci à partir de ses valeurs propres. Voilà. Et c'est cette histoire de valeurs propres qui me paraît éventuellement pouvoir venir compenser l'absence du bel équilibre, du jeu savant, correct et magnifique, des volumes assemblés sous la lumière, par exemple. Toute cette chose, cette conception qui est très présente dans la formation et dans l'architecture au XXe siècle, cette espèce d'idée d'harmonie dont il faut absolument se débarrasser pour pouvoir agir dans ces lieux. Et finalement, 2 ans après la Biennale, est-ce que justement ton regard sur la dorsale est, il a encore évolué? Est-ce que tu as dû y retourner? Les étudiants, ils sont devenus architectes, sont devenus urbanistes. Donc tout l'ensemble que vous formez, là, est-ce que votre regard a déjà évolué puisque la mutation est quand même en route? Bon, chacun définit son point de vue, là. Hein. Il n'y a pas beaucoup de différence entre l'investigation par les étudiants ou les investigations par les enseignants dans cette affaire. Tout le monde a un peu son mot à dire, mais comme tout le monde a un peu son mot à dire sur ce sujet.
C'est-à-dire que, franchement, on l'a vu dans un film qu'on a fait avec Frédéric Gilly et toute son équipe il y a quelques années pour la Biennale. Les gens affirment volontiers de l'intérêt. Les gens qui habitent dans tous ces quartiers ont de l'intérêt pour l'endroit où ils habitent. Ils ne sont pas du tout étrangers à ça, contrairement à ce que beaucoup de gens croient par ailleurs, quoi. Ils sont très concernés. Et alors, nos investigations, qui sont très superficielles par rapport au fait de vivre là, hein. Donc on est bien sûr des amateurs en regardant tout ceci. Ça nous a permis, au fond, de se dire, voilà des lieux magnifiques pour fabriquer la grande ville dont on a besoin, qui s'appelle le Grand Paris. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs des territoires, ils sont là, disponibles pour la plupart, grosso modo, pas très chers. Donc voilà, ils sont à disposition et ils sont, tu viens de le dire, très peu denses, il y a de la place. Enfin, si vous voulez, il y a de la place pour bâtir, il y a de la place dans cette aire métropolitaine pour trouver les 2 ou 3 millions d'habitants que, nous dit-on, pourraient justifier l'idée de maintenir le PIB de la France à 35%. Voilà. De l'Île-de-France, pardon. Alors la question du paysage est quand même très présente, hein, Michel Desvignes. Là, on voit bien dans les images que nous avons montrées que la nature est omniprésente, et les étudiants devenus entre-temps architectes et urbanistes insistent beaucoup sur ces questions non seulement de nature et d'agriculture. C'est fou parce que la question de l'agriculture urbaine, on l'avait bien vu dans le débat sur le Grand Paris, et la proposition, je me souviens de l'équipe du groupe Descartes, était aussi axée sur cette question de l'agriculture urbaine. On voit bien là qu'il y a un champ d'expérimentation, sans faire de jeu de mots facile, énorme. Oui. Non, j'aurais une contribution prévisible, justement en tant que paysagiste, et ayant souvent évoqué comme référence les systèmes de parcs, ou peut-être les chaînes de parcs que les Américains ont pu développer à la fin du 19e siècle. Et ce qui est moins prévisible dans mon intervention, c'est que j'ai eu le sentiment d'un déjà vécu en regardant furtivement l'exposition, puisque j'ai en effet travaillé sur ce territoire avec Finn Geppel dans le cadre d'un contrat de développement territorial. Donc on a parcouru et proposé des transformations sur la moitié de ce territoire, en tout cas d'Aulnay à Montfermeil, pour me rappeler, sur 5000 hectares. Et en effet, moi j'ai toujours la conviction qu'au XXe siècle, nous n'avons pas construit des espaces publics à la taille des villes que nous avons construites, quelles qu'elles soient. On sait bien qu'il y a eu des guerres et sans doute aussi une perte de compétences, pas seulement une perte de moyens, mais sans doute une perte de compétences. Nous n'avons pas suivi ce qui a été inventé au XIXe siècle. Or, ici, c'était la proposition faite avec Finn Geppel, il est assez facile finalement de trouver de grandes continuités entre ce qui existe là, et Finn Geppel, comme urbaniste, a imaginé comment, le long de nouveaux maillons, on pouvait densifier. C'est-à-dire, pour lui, les franges étaient plutôt de nature construite, plutôt dense. C'est une vision un peu différente de celle que les étudiants, j'imagine, ont proposée. C'est trouver une continuité, une chaîne de parcs, et pas juste une nature, alors ça on en reparle tout à l'heure, et imaginer que les franges de cette chaîne de parcs puissent être construites de manière dense. Alors l'histoire de l'agriculture est difficile, je trouve. Il y a une discipline, on a tous croisé quelques chercheurs dont le nom m'échappe maintenant, qui font du métabolisme urbain. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent à la ville comme organisme et observent et mesurent tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Et ça, c'est tout à fait fascinant, puisqu'ensuite, ils sont capables de dresser les cartes de ce qui rentre et de ce qui sort. Et on comprend que pour nourrir une métropole de 10 millions d'habitants, la carte de ce qui rentre est gigantesque, parcourt une partie de l'Amérique du Sud. Et donc l'agriculture urbaine n'est pas vivrière, elle est une autre manière de pratiquer le territoire, une autre manière de fabriquer un espace public d'une certaine manière, mais en aucun cas il y avait une réflexion naïve d'un étudiant qui évidemment, quand on l'observe comme ça, c'est bête, on exporte, on importe, mais ce n'est pas à l'échelle. Donc il s'agit bien d'une intervention de nature symbolique qu'il faut avoir sur ces lisières, parce qu'une autre vie est possible, c'était d'ailleurs dans le cas du Grand Paris, ce qu'avec Jean Nouvel on proposait sur ce traitement des lisières, mais c'est plutôt un lieu de vie, un lieu d'activité qu'un rééquilibrage économique, ce n'est pas à l'échelle.
Alors, est-ce que j'ai répondu à ta question sur oui, ce n'est pas la nature, justement. Parce que ce sont des délaissés. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans les chaînes de parcs, dans le système de parcs américains, c'est qu'ils sont tout à fait à la dimension de cela. Il n'y a rien d'affolant dans les dimensions que l'on observe ici. Si vous comparez le système de parcs de Boston, de Minneapolis, qui a plus d'un siècle maintenant, ils sont autrement plus grands que ce qu'il faut faire là. Donc c'est tout à fait raisonnable que de transformer ces ensembles de délaissés, de friches parfois, de boisements quand même, en un système de parc. Nous n'avons pas construit les espaces publics à l'échelle de nos villes. Il ne s'agit pas de faire une autre ville, cette ville existe. Moi, j'aime beaucoup ce que Yves Lion montre sur sa transformation potentielle. Et oui, la transformation de ceci en chaîne de parc est tout à fait raisonnable, et plus que raisonnable, urgente. Donc ce n'est pas une nature ni cette chaîne de parc, selon moi. Et cette agriculture ne doit pas être... on ne doit pas banaliser cette notion, on ne doit pas l'édulcorer. Souvent, je trouve que les perspectives d'architectes professionnels et non plus amateurs, comme peuvent l'être ces étudiants, introduisent un malentendu. Introduisent un malentendu que d'ailleurs Jean-Louis Cohen a souvent montré quand il montre des fortifs au périph'. Il montre comment dans les situations d'après-guerre, ces images... Il y a un parallèle terrible entre les images de l'après-guerre sur les fortifs et puis certaines perspectives de jeunes architectes aujourd'hui qui montrent ces jardins partagés en périphérie des villes. Je ne nous le souhaite pas. Et je crois que cette naïveté on doit... Voilà, elle est sympathique, mais pas si sympathique que ça. Il y a peut-être un malentendu. C'est oui, une autre manière de vivre dans ces franges. J'aime bien l'image de Fingeppel qui propose de densifier la construction là, justement. Et voilà. Méfions-nous de ces images qui ont un sens. Les images que Jean-Louis Cohen a montrées dans son ouvrage des fortifs au périph' sont terribles pour ça. Quand vous voyez les bords du périph' avec ces jardins ouvriers précaires et même le parc de Versailles, encore une fois, c'est une situation qu'on ne souhaite pas. Surtout qu'elle n'est pas du tout à l'échelle des besoins vivriers auxquels nous avons à faire face pour 10 millions d'habitants. C'est dérisoire. C'est une situation de pénurie. Mais là, il semble avoir quand même, et les étudiants l'ont bien montré, des plaques. Il y a une sorte de théorie tectonique des plaques là, qui s'affrontent. La plaque pavillonnaire, la plaque agricole, c'est quand même quelque chose de très spécifique dans ce territoire. Ce n'est pas à l'ouest parisien, c'est une autre histoire. Donc, est-ce que ça, on ne peut pas en tirer parti d'une manière très forte? Oui, et on pourrait dire à l'échelle urbaine. Dès qu'on prend l'avion, vous voyez ces avions décoller. Dès que vous êtes dans l'avion, vous voyez bien qu'au fond, oui, il s'agit d'une ville. Ce n'est pas si grand que ça. Et ce qui paraît gigantesque pour un architecte, un urbaniste, voire un paysagiste, n'est rien à l'échelle de l'agriculture. Et dès qu'on s'envole, on voit bien, bon, ok, c'est ça. Et puis la campagne commence, est très très grande par rapport à ce qu'est la ville. Donc, je crois qu'il n'est pas un abus de langage que de parler d'espace public. Il s'agit d'espace public qui peut avoir ses pratiques de petite agriculture, enfin, bien entendu, mais peut-être les plaques... Oui, il y a des plaques, mais elles sont petites, c'est comme des parcs et des quartiers. Mais l'agriculture a une autre dimension. Dès que vous prenez cet avion, et tout le monde le fait, vous voyez, oui, la campagne qui commence comme ça et qui va très loin, et on est vite à l'Atlantique. C'est très grand. C'est très difficile dans nos métiers. Je l'ai montré parfois dans des conférences, pour Saclay par exemple. L'accommodation nécessaire dans l'échelle est terrible. C'est-à-dire, ce qui est vrai pour un quartier de 2 km, qui est à peu près la taille d'un quartier viable, n'est pas homothétiquement transposable pour un quartier de 10 km, le sud du plateau de Saclay, et n'a aucun sens pour 38 km, le territoire de l'établissement public. Alors pour la région Île-de-France, c'est encore une autre histoire. Il est très difficile dans nos métiers d'avoir la capacité d'accommoder et de se poser la question à l'échelle juste. Donc je crois que oui, ce qu'on vient de voir là est un morceau de ville sans aucun doute, et que c'est une ville particulière et qu'on sait à peu près comment s'en débrouiller. Je pense que toutes les solutions qu'on voyait, y compris cette métaphore des plaques à l'échelle de quartier, a un sens. Alors, j'aurais demandé à Frédéric Gilly, dont je rappelle qu'il est géographe et économiste. Justement, ce film vient un peu compléter celui que vous aviez présenté à Venise avec Campana et Eleb, qui donnait la parole aux habitants. C'était la parole habitante, on dirait. Et là, il y a des dimensions complémentaires qui, justement, c'est des parties d'analyse sur la question de la nature, ce rapport ville-nature dont Yves Lion dit bien qu'il faut le re-questionner. On voit bien que là, on est dans une redistribution des cartes. Est-ce qu'on
c'est pas le moment de se poser la question de savoir si aujourd'hui, il ne faut pas mieux opérer par le site plus que par le projet. Oui, bah j'étais assez sensible à ce que disait Yves Lion au début du film qu'on a vu tout à l'heure, sur le fait qu'on était rentré dans ces territoires sans se poser la question de l'endroit où on arrivait. En fait, dans les années 50-60, il fallait fournir des logements. On a fourni des logements. Et donc, en gros, le projet fournir des logements a dominé le site. Et aujourd'hui, quand on se réinterroge sur ces territoires, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire, en fait, on se dit, mais en fait, pour arriver à faire vivre des projets cohérents, il faut partir du site. Et dans le site, il y a le site paysager, on vient d'en parler, il y a le site économique et il y a le site humain. De plus en plus, pour arriver à faire exister un projet, on ne peut pas partir sans prendre en compte les habitants, sans prendre en compte leur façon de vivre, sans prendre en compte leur façon de se projeter dans ce territoire et dans son avenir. Dans le petit extrait là qu'on n'a pas vu, résultat, un ouvrier habitant à Sevran dit mais en fait on vit dans ce territoire-là, il se retourne derrière la barre et il dit dans cette barre-là d'immeubles, il y a toute la planète qui vit ici, il y a des dizaines et des dizaines de nationalités, ça c'est la richesse de Paris. Il ne faudrait pas la perdre. Et dans la foulée il se projette et il dit et pourquoi est-ce qu'on pourrait la perdre? Ben, on n'est pas aveugle. Ici on est dans un territoire délaissé, en même temps on est à 3-4 km de Roissy, on a la Plaine de France juste à côté, qui est un territoire en plein essor. On voit bien que quand ce territoire-là va déployer tout son potentiel, avec du métro, avec les prix vont augmenter et on va se faire virer. Et donc la question de pour qui le projet va être fait. Est-ce qu'il est fait pour redéployer la ville ou est-ce qu'il est fait pour que les habitants vivent mieux dans la ville, prend complètement son sens. Aujourd'hui, dans la région parisienne, dès que vous amenez un projet urbain dans un endroit, les gens sur place disent « mais en fait, vous allez amener ici quelque chose qui ne va pas être pour nous ». On le voit dans tous les projets de renouvellement urbain. Je travaille beaucoup dans toute la région parisienne en ce moment. Dès que vous amenez une bouche de métro ou de la rénovation, les gens disent « vous voulez nous envoyer à Mantes-la-Jolie, vous voulez nous envoyer dans l'Oise, vous voulez nous envoyer au fin fond de la Seine-et-Marne ». Ces projets-là ne sont pas faits pour nous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour arriver à retravailler le territoire, d'une part, il faut le faire avec les habitants, il faut le faire pour les habitants, mais ça suppose aussi dans l'organisation pratique de la fabrique urbaine une façon différente de travailler. Parce que si vous n'allez pas voir les habitants, il ne s'agit pas d'aller prendre le brief auprès des habitants, de leur dire quel type de bâtiment vous voulez. Mais il s'agit de faire en sorte que chacun puisse trouver sa place dans le projet. Les habitants qui sont dans le territoire et aussi ceux qui ont vocation à y venir. On avait travaillé sur l'opération 50 000 logements à Bordeaux. Un des gros problèmes au moment de territorialiser cette nouvelle offre de logement, c'est que quand vous amenez un doublement de l'offre de logement dans un territoire, vous n'amenez pas dans les débats publics locaux les gens qui ont vocation à arriver dans ces logements. Donc si vous amenez une densification de logements dans le périurbain, ce dont on parlait par exemple tout à l'heure, vous amenez du 2, 3, 4 étages dans une zone pavillonnaire, si derrière le bâtiment, vous n'avez pas un projet politique qui garantit aux habitants existants qu'ils vont avoir leur place dans cet espace-là, mais vous le construisez, ce projet politique, et vous le construisez avec les habitants existants, mais aussi avec les habitants qui ont vocation à venir. Et généralement, ils ne sont pas dans le territoire. C'est pour ça qu'on a autant de mal à faire des concertations efficaces. C'est que pour loger ces habitants-là, il faudra aller les chercher aujourd'hui où ils sont, c'est-à-dire à Pantin, à Paris, en leur disant, voilà, vous avez le sentiment d'être évincé de la zone centrale, on va vous trouver du logement, mais pour trouver du logement, il faut aller dans des territoires dans lesquels vous allez devoir négocier votre arrivée. Donc en gros, la question qu'il y a aujourd'hui dans la fabrique de la ville et dans le vivre ensemble, c'est qu'au moment même de la conception du projet d'un bâtiment ou d'un quartier, il faut intégrer en amont même de ce travail le fait que derrière, les habitants vont avoir à négocier, à travailler, à composer, à vivre ensemble. C'est pour ça que la fabrique de la ville est devenue quelque chose d'extrêmement politique aujourd'hui. Pas politicien, politique au sens où dans chacun des gestes architecturaux, derrière, dans chacun des gestes urbains, il faut se poser la question et travailler avec le territoire humain dans lequel il s'impose.
comment est-ce qu'il va transformer les relations sociales, comment est-ce qu'il va transformer les rapports de force entre les différents quartiers, entre les différents groupes sociaux, et comment est-ce que chacun va se dire, au final, dans cette nouvelle ville qui est en train de se construire, j'ai ma place et on sera mieux ensemble après. Mais ça pose des vraies questions économiques derrière, ça pose des vraies questions sociales. Alors justement, Yves Lacfoucrière, j'imagine que ça ne peut pas vous laisser silencieux, cette remarque. Merci. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai trouvé le film extrêmement frais et en même temps, pour nous, moi je suis directeur général de 3F et que ce soit le Gros-Sault-la-Aulnay, que ce soit Sevran-Beaudotte, que ce soit Clichy-Montfermeil, c'est des territoires où on est tous les jours impliqués à tous les niveaux de l'entreprise. Et donc, ce qui me paraît important, moi je pense que les choses bougent énormément. Je pense que, bien évidemment, moi je partage la vision fraîche, sympathique du potentiel de ces territoires, des espaces agricoles, des possibilités immenses que ça représente. On mesure ô combien les difficultés de l'espèce de juxtaposition d'interventions brutales qui ont lieu depuis 4 décennies à peu près là-dessus. N'oublions pas quand même que ça a apporté un certain nombre d'éléments de confort à toute une population qui vivait dans des logements en suroccupation, et donc il y a un vrai progrès qui a été fait à travers ces programmes. Mais c'est vrai que ce système est actuellement un petit peu à bout de souffle, et en même temps les choses changent beaucoup. Vous avez évoqué l'ANRU. Je pense que depuis une dizaine d'années, un certain nombre d'acteurs qui sont sur ces territoires ont été obligés de se remettre en question, et notamment tous les bailleurs sociaux qui sont propriétaires de grandes emprises foncières ont dû apprendre à ne pas travailler seuls dans leur coin avec leurs petits programmes de réhabilitation, leurs palulos, leurs améliorations d'espaces extérieurs, leur construction neuve, mais à travailler en concertation avec les collectivités locales, avec d'autres bailleurs, avec des systèmes de concertation quelquefois intercommunaux, parce qu'il y a un découpage de territoires qui ne correspond pas toujours à la réalité de fonctionnement des quartiers. Donc je pense que les choses se mettent en mouvement, mais qu'il faut aller plus vite et plus fort. Alors je crois qu'on n'a pas assez parlé des élus locaux, parce que je pense que dans la concertation, il ne faut pas oublier le rôle majeur qu'ils représentent, parce que justement c'est bien eux qui doivent à la fois, d'abord ils ont la légitimité d'avoir été élus, donc ils ont été élus par des gens qui habitent là, et puis ils ont également la légitimité de gens qui portent des idées, qui peuvent avoir une vision d'évolution de la ville dans les décennies qui viennent, et qui sauront traiter les sujets d'apport de nouvelles activités, de diversification de l'habitat. Et je pense qu'il faut qu'on s'appuie beaucoup sur eux, qu'on rende hommage, je dirais, aux conditions dans lesquelles ils travaillent, parce que ces territoires sont tellement morcelés, tellement petits, qu'ils se retrouvent avec des problèmes extrêmement compliqués à traiter et avec des capacités humaines, financières extrêmement limitées. Et je dirais, c'est la capacité collective de ces collectivités locales, de bailleurs sociaux qui ont une certaine taille, qui fait qu'on peut mettre en mouvement concrètement un certain nombre de sujets. Je pense en même temps qu'il y a une vraie urgence, parce que dans tout ce qu'on a dit là depuis qu'on discute et qu'on a regardé le film, on occulte un certain nombre de sujets qui sont hélas aussi la réalité tous les jours de ces quartiers. C'est le chômage qui augmente, c'est, on l'a dit pour Aulnay, Peugeot qui ferme un site considérable. C'est aussi une réalité de Sevran, à côté des jardins partagés, les trafics de drogue, le côté plaque tournante d'un certain nombre d'activités délictueuses. Et on n'a pas d'autre solution que d'agir rapidement et fortement sur ces territoires. Alors c'est du reste une vraie difficulté, parce que les habitants qui sont là, eux, ont envie de réactions immédiates, de solutions à court terme. Et bien évidemment, redévelopper ces quartiers, redévelopper ces territoires, c'est des projets à 10 ans, à 20 ans, et on doit en permanence conjuguer un temps court, un temps du quotidien, qui est celui des gens qui habitent là et qui sont confrontés tous les jours à des risques de désespérance. Et en ce sens-là, je pense que les initiatives comme les jardins partagés, même si bien évidemment ce n'est pas à la hauteur des besoins de toute cette grande métropole, c'est des choses que nous soutenons à fond et que nous développons et qui marchent bien, parce que c'est quand même une des façons très rapides de permettre à des gens de revivre ensemble et de façon agréable. Mais je crois que, instruit par 10 années de renouvellement urbain,
instruit, je dirais, par toutes les réflexions que vous portez tous, vous, urbanistes, paysagistes, etc., il faut vraiment qu'on passe la vitesse supérieure sur tous ces territoires. Parce que c'est là où sont les gisements extrêmement importants de foncier. C'est là où on peut durablement reconstruire un modèle de développement de la métropole, mais avec des vraies difficultés. Yves Lion le sait, on a en moins de 10 ans produit de 1000 logements sur le plateau de Clichy-Montfermeil. Mais la difficulté, c'est que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on donne envie aux gens de venir réhabiter sur Clichy-Montfermeil, alors que l'extension du tramway qui devait aller... Au moment où j'ai pris la décision en 2005 de nous lancer massivement dans cette opération, on nous annonçait l'arrivée de la prolongation du tramway pour 2012. Aujourd'hui, on en parle en 2017-2018. Il faut donc tenir avec les habitants qui sont là encore pendant quelques années. Et si on veut faire venir des activités, si on veut faire venir de l'accession à la propriété, il est important que toutes ces actions, d'abord la prolongation du tramway, mais ensuite tout le réseau du Grand Paris Express, je dirais, se développe dans un calendrier quand même assez soutenu. Ça pose des problèmes financiers lourds, mais je pense qu'il faut rattacher ça à ce qu'ont été les décisions d'investissement qu'on a fait le métropolitain à Paris au début du XXe siècle, ou à la fin du XIXe. Et je pense qu'il faut qu'on garde une très forte ambition portée par les collectivités locales, par un certain nombre d'acteurs comme des maîtres d'ouvrage, des bailleurs sociaux, parce que on est quelque part sur des territoires comme Sevran-Beaudotte, en dehors des élus locaux, le bailleur social est quelquefois le dernier représentant tous les jours dans la vie quotidienne. Et on se bat en permanence pour faire maintenir des commerces, des services de proximité. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet majeur de concentration des actions de tous les acteurs. Alors, je voudrais qu'on centre sur les grands ensembles, même s'ils ne représentent que 7% du territoire. C'est pas ici que je rappellerai quand même que les périodes héroïques de l'architecture, ou parfois justement de pas d'architecture. Hein. Yves Lion raconte son histoire personnelle quand il débute dans sa carrière et travaille dans une agence où précisément, visiblement, le mot architecture a été un peu oublié, si je me souviens de notre première conversation sur le sujet. Tu confirmes toujours. Je voulais demander à Paul Landauer, donc, il a été évoqué la question de la sécurité. Or, vous avez écrit sur ce sujet, sécurité, grands ensembles et autres. Comment vous voyez une issue, une possibilité de faire évoluer ces territoires comment ? Je ne sais pas si je vais proposer une issue ce soir, mais je pense que la question des grands ensembles est intéressante comme un objet. Alors, est-ce que c'est les architectes qui l'ont fait? Est-ce que c'est pas les architectes? Je pense que moi, je me suis intéressé à l'histoire des grands ensembles aussi, et c'est assez peu les architectes. C'est assez peu une histoire des architectes. Les ingénieurs des ponts et chaussées sont beaucoup plus prégnants, ont beaucoup plus conçu et orienté les choses dans cette histoire du logement que les architectes. Mais il n'empêche, c'est quand même quelque chose de particulier, et c'est pas simplement une affaire statistique, c'est pas simplement une réponse à la crise du logement. La plupart des grands ensembles sont... Alors, il n'y en a pas deux pareils, je pense que c'est quand même quelque chose d'important à rappeler. C'est 20 ans de production, de 55 à 75, très intense, où on construit énormément de logements, où effectivement on résout la crise du logement, parce qu'elle est en 54, on connaît tous l'appel de l'abbé Pierre et le drame que connaît la France à l'époque. En 20 ans, c'est résolu, ce problème est résolu. Il a ressurgi depuis, hein, mais en tout cas, la production des grands ensembles a permis ça, et elle a permis ça dans quelque chose qui n'était pas si assuré que ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas cessé de réévaluer les conceptions, et que cette histoire de crise des grands ensembles dont on a parlé à partir des années 70, en gros, elle existe depuis l'origine. On est dans l'inquiétude de ce qu'on est en train de fabriquer depuis l'origine. Et moi, je suis même frappé, d'ailleurs, et on l'entendait encore dans le témoignage de cet étudiant libanais, Antoine Atala, qui disait moi, je ne connaissais pas les grands ensembles, on n'en connaît pas, et il les raconte comme s'ils avaient été construits hier. Or, ils n'ont pas été construits hier, ils ont été construits il y a entre 60 et 40 ans. Donc ils ont une histoire depuis. Donc on a toujours un peu une perception des grands ensembles comme si le problème était intact, alors que c'est quand même une histoire qui est un peu ancienne,
où ils ont été transformés, les habitants ne sont plus les mêmes, il y a toute une histoire qui s'est sédimentée dans ces grands ensembles, et que le problème des grands ensembles tels qu'on l'a pu connaître à l'époque, ou quand ils étaient bâtis dans les années 70, quand on a décidé de cesser de les construire, qu'on a décidé de cesser de faire des grandes opérations, ce problème-là n'est pas posé exactement de la même manière aujourd'hui. Mais il n'empêche, il y a quand même quelque chose de particulier dans ces grands ensembles, qui sont la présence d'espaces verts. Tous les grands ensembles, on a construit beaucoup de logements, on a construit une certaine densité de logements, pas très importante. La densité des logements, elle est toujours de 50 logements à l'hectare. On a la même densité dans la plupart des opérations de grands ensembles. Donc il y a un certain nombre de constantes. Et parmi ces constantes, et ce n'est pas des moindres, il y a la présence d'espaces verts. On a construit aussi, on a planté des arbres, on a déployé des espaces verts, et la plupart des grands ensembles, que ce soit des plots, que ce soit des bars, que ce soit des tours, que ce soit des objets posés au milieu des plantations, ou que ce soit des choses beaucoup plus sinueuses, comme a pu le faire Émile Aillot, par exemple, ils sont toujours au milieu d'espaces verts. Il y avait, par exemple, dans les années 50, les ingénieurs des ponts et chaussées de la Caisse des dépôts n'ont pas parlé beaucoup d'architecture, mais ils ont tous dit un logement, un arbre. Et ça a été fait quand même. Il y a dans cette histoire des grands ensembles un héritage aujourd'hui, qui est un héritage de logement, un patrimoine de logement, un patrimoine foncier, mais aussi un patrimoine d'espaces verts. Et je pense que par rapport à ça, les questions de paysage qu'on a pu évoquer et de vocation qu'on doit pouvoir trouver aujourd'hui à ces espaces verts est est très particulière. Je pense que la question de ces espaces verts dans les grands ensembles ne peut pas être posée là comme c'est posé dans d'autres territoires. Les rapports de densité, et c'est extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe, pourquoi ? Parce que, 50 logements à l'hectare, mais c'est très difficile de densifier. L'ANRU a inventé les démolitions pour pouvoir apporter une relative densification. Et quand je dis relative, c'est que même quand on a beaucoup démoli et beaucoup reconstruit, on n'a pas beaucoup densifié. Les grands ensembles sont organisés d'une certaine manière qui fait qu'on ne peut pas vraiment les densifier. Ça paraît étonnant en le disant comme ça, mais leur conception fait qu'ils sont dans une certaine organisation peu évolutive, d'une certaine manière. Et puis, il y a la question de leur gestion. Et la question de leur gestion, elle est posée absolument depuis l'origine, c'est-à-dire comment on fait pour régler, pour gérer des espaces qui sont trop grands pour les charges des habitants, puisque longtemps, c'était de l'espace privé, résidentiel, qui était payé par les habitants dans le cadre de leurs charges. Et depuis, on a inventé toute une série de dispositifs, c'est toute la sédimentation de cette histoire des grands ensembles, et on a essayé de développer un certain nombre d'idées de ce que pouvaient devenir aujourd'hui ces grands ensembles, ces espaces verts dans les grands ensembles. Et le dernier venu, en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle, de ce nom barbare, la résidentialisation, c'est-à-dire ces petites clôtures qu'on a mis en bas des bâtiments pour affecter un espace vert, pour affecter une portion d'espace vert. Et on a assez rarement trouvé un usage à ces espaces verts. Et ce que je trouve intéressant, avec toute la naïveté qu'elle comporte sûrement, mais dans les propositions qui sont faites par les étudiants, par Yves Lion, par ce projet, c'est qu'on cherche d'autres usages possibles à ces espaces verts, d'autres évolutions possibles, et qui sont, pour les habitants, c'est-à-dire ce n'est pas simplement du foncier disponible pour que des promoteurs puissent venir apporter une certaine mixité sociale, on cherche des usages qui sont pour les habitants qui sont là, et ça rejoint effectivement la question de pour qui on construit et pour qui on intervient quand on aménage ou on réaménage ces quartiers. Et puis, deuxième chose qui me paraît intéressante aussi, c'est d'introduire la dimension économique. Je dirais juste un mot là-dessus, c'est que les grands ensembles, ils ont quand même été construits pour une population salariée. C'était l'époque du plein emploi, on avait besoin de loger des personnes qui travaillaient à l'usine, mais pas forcément,
mais qui, en tout cas, n'étaient pas là toute la journée, étaient là pour dormir, pour, en quelque sorte, régénérer leur force de travail, pour pouvoir travailler dans un autre endroit. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout une situation majoritaire. La plupart des habitants de ces quartiers, aujourd'hui, soit ne travaillent pas, soit sont au chômage, soit travaillent un peu, soit sont dans des situations d'entre-deux, etc. Donc on est dans une situation où les grands ensembles qui étaient faits pour accueillir, avec des généreux espaces verts, une population qui venait essentiellement pour dormir, aujourd'hui reste là la journée. Et c'est sûrement l'intérêt d'ailleurs de toutes ces expérimentations, enfin c'est plus que des expérimentations, de toutes ces démarches de jardins familiaux, c'est d'occuper aussi des personnes qui sont là la journée. Mais je pense qu'on peut creuser cette question-là, et j'en viens peut-être juste à la question de la sécurité, puisque vous m'interrogiez là-dessus. Peut-être que ça serait une des réponses à cette question-là, parce que l'insécurité, qui n'est peut-être pas plus importante dans ces quartiers, mais enfin ce qu'on sait ou ce qu'on voit, c'est que le trafic de drogue, c'est souvent un peu déployé dans ces quartiers-là. Et souvent, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre travail, c'est parce que c'est la seule occupation possible. Donc je pense que de réfléchir en termes de quel projet économique, le seul des grands ensembles, ces espaces verts dont finalement on n'a pas su faire grand-chose depuis les 40, 50, 60 ans qu'ils ont été construits, quelle fonction on peut leur trouver en termes d'activité économique, ça peut être aussi un début de réponse. On ne va pas dire que c'est la solution au problème de l'insécurité, si tant est qu'il y a besoin d'une solution à ce problème. La ville, porte aussi de l'insécurité. Mais en tout cas, je pense que c'est une des pistes intéressantes qui à mon avis, très, très, très porteuse dans ce projet de la Dorsale Est. Avant d'interroger Sophie Denisov, je voudrais, Yves Foucrière, sur résidentialisation, oui, j'ai vu que ça vous avait fait réagir. Non, je voudrais dire parce que c'est vrai qu'il y a certainement eu des résidentialisations, je suis comme vous, je trouve que c'est un barbarisme absolu, et que ça a été probablement, dans quelques cas de figure, limité à des travaux de mise en place de clôture de grilles autour de bâtiments existants. Mais je crois qu'on ne peut pas réduire le travail qui a été fait à ça. J'ai des tas d'exemples de quartiers dans lesquels on a vraiment recomposé et où effectivement on avait des juxtapositions de tours, de bars et des espaces qui honnêtement avec le temps avaient perdu un peu de qualité. La réalité aussi de ces sites, c'est que les gens n'allaient plus dans les parkings en sous-sol, n'allaient plus dans les parkings en silo, encombraient les espaces extérieurs, et on a pu réorganiser dans beaucoup de quartiers les espaces extérieurs, la question du stationnement des véhicules, la création de jardins publics pour en faire enfin des quartiers normaux d'une ville. Donc je pense qu'on ne peut pas réduire la résidentialisation à une vision trop caricaturale. Le deuxième point, je partage tout à fait ce que vous avez dit sur le fait que lorsqu'on a créé toutes ces cités HLM, il y a 30-40 ans, en général, on arrivait, si je puis dire, pour accompagner l'installation d'une usine à Houlday, l'installation d'une usine à tel endroit, on mettait les bars, les tours pour loger le personnel. Et les gens étaient là, et on était dans un schéma où les gens allaient rester là, habiter là pendant des décennies, avoir du travail pendant des décennies. On a complètement changé de monde, et maintenant il est clair que dans toute la réorganisation de ces territoires, il faut qu'on pense à chaque fois logement, mobilité, car les situations des ménages dans leur logement, l'explosion des ménages, en plus la fragilité de l'accès au travail fait que ce qui est vrai une année ne l'est pas vrai 2 années après. Et donc, c'est indispensable de à chaque fois connecter l'évolution de l'habitat et la possibilité de mobilité pour se déplacer, aller ailleurs. Alors, Sophie Denisov, j'imagine que l'existant, c'est un existant transformable. Je veux dire, tout le travail de l'agence sur le remodelage le prouve. Quand on voit comment vous avez à Lorient, là on est loin de la Dorsale Est, mais quand même, voilà un exemple où précisément vous avez pris un habitat difficile, ingrat, et vous l'avez transformé, on pourrait presque dire balnéarisé là-bas. Donc là, est-ce que là, sur le thème des grands ensembles, il y a quelque chose justement à remodeler? Oui, bah bien sûr, moi j'y crois absolument. Même si on est dans un monde qui a changé, même s'il y a des gros problèmes d'emploi, de sécurité, etc., je pense, de toute façon, je pense que la question de là où on habite est tellement profonde, tellement importante
quand vous parlez de l'Orient, par exemple, il y avait quelque chose de très important. Il y a eu tout au long du travail sur l'Orient une sociologue, Brigitte Maltais, qui a filmé des gens, qui a interrogé les gens, qui a fait un travail d'accompagnement extraordinaire. Et il y a eu un film à la fin. Et c'était extraordinaire parce que les gens ne se tenaient pas de la même façon. Donc je pense qu'il y a quand même un effet, c'est-à-dire que c'est l'œuf qui fait la poule, où je pense que la transformation, elle est aussi un levier pour le rapport des gens à chercher un emploi, à se sentir un peu mieux dans leur pompe, à avoir un rapport aux autres, à avoir un rapport... Il y a eu une formule extraordinaire à la fin de l'Orient, des gens qui nous ont dit on reçoit à nouveau, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus honte de chez eux, ce qui n'est pas rien. Donc évidemment, il y a tellement de problèmes que on a tendance à vouloir être fataliste, et quand on traverse la banlieue, on se dit c'est impossible d'aller au bout de ça. Mais en réalité, quand on commence à examiner, alors c'est très difficile d'en faire une méthode généralisable, c'est toujours, vous avez raison, extrêmement différent ces quartiers, mais il y a un potentiel inouï de transformation. Enfin, l'Orient, on a beau dire, il y avait la mer, comme certains disent, la mer était là, mais n'empêche que c'était un fond, c'était une partie du port désaffecté, il n'y avait aucune relation à la mer, et cette maritimité, il a fallu l'inventer à travers le projet. Parce que les gens disaient, on nous a mis là parce qu'on ne pouvait pas nous mettre plus loin. Plus loin, c'était la mer. La mer, c'était pas le bonheur. La mer, c'était d'être relégué au plus loin. Donc, l'Orient, évidemment, c'est le premier projet important, le premier projet qu'on a fait. Ça a fabriqué, ça s'est retourné, ça a été un vrai retournement, et ça, en faisant appel à des tas de questions, parce que vous parliez d'espace public, moi je pense que, bien sûr, il y a beaucoup d'espaces extérieurs dans les grands ensembles, mais il y a très peu de lieux qu'on peut nommer en réalité, ça s'appelle pas grand-chose, à part espace extérieur. Donc, d'une certaine façon, moi aussi, j'ai tendance à émettre des doutes sur la résidentialisation, mais elle a eu une certaine... Elle est employée un peu n'importe comment, mais elle a une valeur, c'est qu'elle établit des limites entre des choses, ce qui est public, ce qui ne l'est pas. Enfin, souvent, ça se traduit de manière un peu caricaturale, mais en tout cas, dans l'espace, donc que ce soit à Lorient, mais même à la Caravelle, l'idée, c'était que non seulement ce soit des lieux où on se sente à peu près confortable, ce qui est le minimum, mais qu'on puisse même embellir, replanter, réorganiser, etc., mais qu'on puisse y venir. C'est-à-dire qu'à la Caravelle, le Grand Mail, on ne pouvait pas entrer à la Caravelle. On y entrait en baissant la tête, et puis on n'était pas confortable. Et en réalité, en ouvrant 2-3 cages d'escalier, en faisant passer une rue et en ouvrant le mail sur la ville, eh bien c'est devenu une vraie grande promenade pour la ville. Et ça a inversé la question. Ça a inversé c'est plus un monolithe impénétrable, c'est devenu un morceau de la ville. Ça a banalisé un peu le quartier, ça l'a installé, ça l'a incorporé dans la cité, dans la ville. Et je pense aussi qu'il y a plein de choses. On parlait c'est marrant, je trouve qu'il y a eu plein de choses intéressantes dites dans le film. Et en particulier, un mot qui a été dit sur les échelles, sur des contrastes. Et c'est vrai qu'il y a des choses assez extravagantes en banlieue, dans ces rapports d'échelle assez contrastés entre des quartiers pavillonnaires et des tours. Et alors, moi non plus, je suis absolument inquiète. Enfin, je ne suis pas très favorable au fait que, pour des raisons politiques, etc., les élus ont tendance à vouloir du R+4 généralisé, parce que c'est l'échelle humaine, comme on dit. Or, il y a des éléments de contraste qui sont extrêmement féconds, qui produisent des choses très belles aussi, et la banlieue, c'est un peu ça. Et donc nous, par exemple, sur la densité, vous dites qu'on ne peut pas densifier. Je pense qu'on peut densifier, vraiment. À la Caravelle, on aurait pu densifier plus si le maire n'avait pas reculé à la dernière minute. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté des choses. Et je pense que c'est pareil, à Lorient, c'est en rajoutant qu'on crée une couche supplémentaire. Finalement, on a une base, une matière de base, qui sont ces bâtiments un peu secs, un peu monolithiques, un peu lisses, un peu qui disent rien, et qui empilent les gens.
Et en fait, en rajoutant, à la fois on multiplie les échelles d'espace, et puis on multiplie la richesse des rapports entre les choses. À la Caravelle, on a mis des petits bâtiments devant les grandes barres, et d'un seul coup, ça a mis en valeur la grande échelle, et ça a créé des distanciations, des complexités un peu de... Donc, je pense que la densité, elle est nécessaire, pas tant pour rajouter du monde, mais que pour créer des relations un peu plus heureuses, plus riches, plus multiples, plus diverses. Et puis, pourquoi pas d'autres couches à venir, je trouve. Mais je pense qu'il y a la place. Oui. Je sais pas si mais quand Christian de Porzampar, Rue Nationale, ici à Paris, initie, parce que c'est l'un des premiers à travailler sur des grandes barres comme ça, et justement la transforme plutôt que ne la détruit. Même, il ne touche pas tant à son intégrité en termes volumétriques, il rajoute des épaisseurs, il travaille sur les profondeurs. Il y a là un travail assez extraordinaire. On voit bien qu'il est peut-être là, le nouveau chantier, non Vous ne pensez pas le remodelage, il faut le mettre, il prend toutes les formes, non Non, mais le remodelage, il est aussi c'est pas juste réparer. Il faut retourner la situation, il faut attirer. Il faut attirer par des événements urbains, par des événements morphologiques. Il faut attirer aussi, par exemple à Lorient, il y avait 4 types de logements au départ. À la fin, il y a 52 logements différents. Donc ça crée un choix. Même à l'intérieur de son propre quartier, on a envie d'habiter là parce qu'il y a un duplex ou parce qu'il y a une extension, parce qu'il y a un rapport différent à la vue, etc. Donc une diversité typologique et morphologique. Voilà, et du choix. Et du rapport à l'extérieur. Alors, Jean-François Parent, dont je rappelle qu'il est il est architecte, bien sûr, urbaniste, mais aussi il est président du laboratoire international populaire du logement. L'habitat populaire. Voilà. Pardon. C'est assez intéressant parce que dans d'autres contrées lointaines, là où justement il faut construire massivement, il s'est interrogé sur ces questions. Alors c'est intéressant d'avoir son regard quand il revient chez nous. Déjà, tu habites la Seine-Saint-Denis, donc oui, je ne reviens pas puisque j'y suis. Voilà, sur la dorsale. Déjà. Mais comme tu peux avoir le regard depuis le Venezuela ou la Bolivie, c'est assez intéressant de voir comment ça se passe. Précisément là-dessus, est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer encore l'urbanisme sans analyser ce que disent les gens? Oui. Je ne sais pas, mais je voudrais dire deux petites choses par rapport à ce qui a été dit et ce qui a été vu tout à l'heure. C'est sur le rapport ville-nature. Moi, je crois, enfin dans l'expérience qu'on en a, ça n'a pas valeur absolue, mais je crois que le rapport ville-nature, il exprime spatialement la division du travail. Il suffit de se rappeler la vache landaise qui devient cheval et qui se retrouve dans les pattes anglaises, pour voir que la division du territoire, c'est aussi la division du travail. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, par rapport aux grands ensembles, moi qui vis au bord en tordant un peu la dorsale et qui travaille à Sevran aussi, à Aulnay et à d'autres endroits, pour moi la notion de grands ensembles, c'était pas que du quantitatif, c'était au moment où ils ont été faits aussi du qualitatif. C'est-à-dire que ça a permis quand même pour une grande quantité de population de changer de type de logement, voire de se mettre à habiter des territoires où ils n'habitaient pas puisqu'ils étaient exclus de tout. Quand on vit dans les bidonvilles, comme on a vécu dans les bidonvilles d'Aubervilliers, de Nanterre, etc., c'était des vies extrêmement difficiles, voire parfois pas des vies, même si on travaillait. Donc je pense que c'est ça. Et deuxièmement, je crois qu'une des spécificités qui faisait la caractéristique des grands ensembles, enfin de la fabrication des grands ensembles, c'est qu'il y avait une ambition politique aussi. Il y avait la volonté de reconstruire un pays en se disant ça ne sera plus comme c'était ce qu'on venait de vivre, c'est-à-dire à la fois la guerre, à la fois la misère, les bidonvilles, etc. Donc il y avait un enjeu politique au travers de ces grands ensembles, même si, après tout, on le constate, ça n'a pas forcément fonctionné comme on espérait que ça fonctionne, ou en tous les cas, tel que ceux qui avaient cette ambition-là
aspirer à ce que ça le soit. Mais ça veut seulement dire, me semble-t-il, qu'au travers des grands ensembles, c'était aussi la démonstration qu'il y a une lutte politique de tous les instants. C'est-à-dire qu'il y a un adversaire politique qui essaye de faire en sorte que ça ne fonctionne pas aussi. Bon, je ne rentre pas plus là-dedans. Moi, pour revenir sur les territoires et les expériences qu'on a, moi je trouve que je connais un peu ce territoire pour y habiter, pour y travailler, mais dans la présentation qu'il y en a là, je trouve que ce qui est formidable de ce territoire-là, c'est qu'il cristallise dans notre région tous les grands enjeux de notre société contemporaine. C'est-à-dire qu'il cristallise au travers de l'espace tout ce qui a à voir avec les questions qu'on se pose tous, objectivement ou implicitement, sur le devenir de nos sociétés et de nos villes. Et ce que je trouve, moi, extrêmement intéressant, puisque ça va jusqu'à Aulnay et qu'on sait tous que Aulnay, c'est la destruction de l'industrie automobile qui a quand même organisé pas mal le territoire. Je trouve que sur ce territoire actuellement, et c'est pour ça que je le trouve vraiment passionnant, et qu'il est objectivement le lieu où on doit réfléchir actuellement, c'est que se superposent, à mon avis, et ça je tire mon avis de les expériences qu'on a en Amérique latine, deux conceptions de la ville. Il y a à la fois une ville qu'on connaît tous, même si dans sa diversité, etc., c'est cette ville historique qui fabrique de l'avenir, qui fabrique de l'espoir, des fois qui est violente, des fois qui dysfonctionne, etc., comme c'est à peu près le cas dans une partie de ce territoire, a une nouvelle conception de la ville, une conception qui vient s'imposer là, mais qui était déjà un peu là avec l'automobile, etc. Cette ville qui se dit ville des flux, ville des mouvements, ville des mutations, des grandes mutations, et qui s'exprime par un mouvement perpétuel de tout le monde sans savoir où on va. Et ça, je trouve que ce territoire-là, il est là parce qu'il y a ce grand machin qui est là, et qui s'appelle l'aéroport de Roissy, et qui est l'expression pour partie de ça. Et cette ville nouvelle, cette nouvelle pensée de la ville, qui est, à mon avis, une nouvelle manière de penser le monde, et donc une nouvelle manière de penser la civilisation. On est dans cette mutation actuellement sur ces territoires-là. Et moi, pour revenir à la question que tu me posais sur qui peut décider, je pense que si actuellement sur ces territoires se pose vraiment une question au travers de la ville, une question civilisationnelle, les réponses qui doivent être apportées par l'ensemble du corps social, l'ensemble de la population, parce que ça n'est pas une question de spécialistes. Et les spécialistes ne peuvent pas répondre à cette question-là. Ils pourront répondre d'un point de vue de spécialiste à cette question-là, mais donc il faut qu'il y ait que l'ensemble du corps social se mette à se poser la question de quelle ville voulons-nous pour nous demain. Et que ça, c'est vraiment une question qui se pose de manière, de mon point de vue, compte tenu de mes expériences encore, et ça n'a pas valeur absolue, mais qui se pose de manière extrêmement aiguë sur nos territoires, et tout particulièrement sur ce territoire de l'Est parisien. Et donc, pour nous, les spécialistes, nous, les élus, nous, les bailleurs sociaux, je crois qu'on doit se poser la question de comment se constitue aujourd'hui un savoir qui ne pouvait pas préexister, puisque ça a à voir avec les questions d'aujourd'hui, comment se constitue ce savoir qui permet d'apporter une réponse sociétale au travers de la question urbaine à l'ensemble du corps social. Et qu'ensuite, nous, l'ensemble des spécialistes, des techniciens, etc., que nous sommes, se posera pour nous la question de notre discipline et comment notre discipline répond à ces questions-là, comment notre discipline traduit ces questions-là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais tant pis. Mais tu as déjà apporté un grand élément de réponse. Yves, finalement, est-ce que l'espace public, ce n'est pas la clé de toute de cette mosaïque, pour que cette mayonnaise, on peut dire, puisse prendre pour faire ville et faire société? Est-ce que finalement, ce n'est pas l'espace public qui doit justement être le fil conducteur de tout ça? Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Il se trouve que c'est plutôt l'espace public qui n'existe pas dans les quartiers dont on parle, ou qui existe peu, d'où ma question. Très sollicité, au fond, c'est peut-être idiot de dire qu'il n'existe pas, parce que c'est sur l'espace public qu'il se passe à peu près tout, mais il n'est pas organisé il n'a pas d'ambition,
autre que d'être là en tant que mètre carré, la plupart du temps. Donc ce qui est très intéressant dans ce que disait Michel Devine, c'est que l'espace public, c'est peut-être... Il faut changer d'échelle, quoi. C'est-à-dire que c'est précisément quand on voit dans la maquette qui est là-haut ou dans des bouts de film ici, quand on voit l'enchaînement de tous ces éléments qui sont pour le moment représentés en vert comme ça, mais qui montrent bien ce qui pourrait être une énorme part commune par rapport à ce qui est de l'ordre du privé, on aurait peut-être mieux négocier ce rapport public-privé qu'il est aujourd'hui dans les grands ensembles, puisque la plupart du temps, ce rapport existe très peu, ou alors il est lié à une sorte d'enfermement. Donc moi, je pense qu'il y a une vraie opportunité d'action, mais je ne vous sens pas réticents, tous, au contraire. Et il me semble que voilà, il y a du futur, quoi. Le futur, c'est ça. Et donc, il va falloir vraiment travailler beaucoup pour arriver à expliquer ça au personnel politique en place, quoi. Voilà. On a du mal, quoi, avec cette question, quoi. Parce que la plupart du temps, tous ces gestionnaires de ville, tous ces hommes et femmes politiques, sont passionnés par ce qu'ils font, ils sont très attentifs, enfin, ils y sont, et en même temps, ils n'arrivent pas vraiment à penser la transformation. Et la transformation, c'est pas forcément de dire ce qui était rouge va devenir vert ou ce qui était vert va... C'est vraiment l'action d'agir avec. Tout ceci constitue de la matière première pour faire... moi, j'aime beaucoup l'idée que ça anticipe la ville du futur, quoi. Je suis à peu près même convaincu que c'est de ça. Mais voilà, là, il y a un décalage qui est problématique et qui explique la lenteur. Aujourd'hui, moi demain, je vais dans une commission qui s'appelle Construire 500 000 logements. De quoi j'ai l'air? Effectivement, on les a fait, les 500 000 logements, quoi. Il faut réunir, je ne sais pas quoi, des centaines de personnes, tous plus spécialisés dans leur domaine les uns que les autres, pour essayer de parler de la construction de logements. Et on fait quand cette espèce de grande révolution urbaine qui consiste à s'emparer des territoires et puis les transformer, quoi. Il n'y a pas besoin de décréter, quoi. Il faut simplement que ça devienne une culture. C'est formidable de... Enfin, moi, je suis allé montrer un peu ça dans un cadre particulier qui était celui de la Biennale de Venise pour des raisons de commande, au fond, comme ça. On a ici cette grande maquette vue d'une autre manière. C'est des milliers d'actions comme celle-ci qu'il faudrait mettre en place. Puis on a bien vu que ces actions, ils ont reposé beaucoup sur de l'énergie humaine, tout ça. Mais sans que on n'a pas remué les montagnes non plus pour faire ça. Dire on va faire ville avec tout ça, et c'est la ville, quoi. C'est déjà le premier geste, mais on ne l'entend pas. On l'entend que dans nos vies de spécialistes, quoi. Et il faut, voilà, là, il faut, en avant la propagande, quoi. C'est tout ce que je peux souhaiter, quoi. Il faut faire de la propagande autour de ces idées pour pouvoir simplement s'en sortir et agir plus efficacement. Je me souviens qu'à des rendez-vous de l'architecture à la Grande Halle de la Villette, tu avais inventé un concept qui s'appelait Transformaction. Ah oui, eh bien, je l'avais inventé dans une discussion avec Patrick Braouzek, qui est un homme politique français bien connu, et qui est très réticent à l'idée même de la transformation. C'est ça qui est paradoxal, quoi. C'est toujours à parce qu'il pense toujours qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de tout ça, qui s'appelle la politique, quoi. Et ben, j'ai l'impression que c'est un peu en dessous de tout ça. Michel Devine, sur l'espace public, on a l'impression qu'il y a vraiment là un déficit de statut total dans ce type de lieu. Est-ce que là, comment opérer Justement, je m'interroge. J'aimais beaucoup, dans certaines interventions, le fait qu'on dise il y a déjà une histoire. On est effectivement, enfin, vous deux évoquez cela, et effectivement, on n'est pas en train de découvrir ces grands ensembles. Et moi, étudiant, je me souviens avoir travaillé avec des confrères plus âgés qui étaient déjà dans le cadre de réhabilitation à mi-vie de ces grands ensembles. On s'interrogeait déjà, Alexandre Chemetov et d'autres, sur comment agir sur cet espace public dont on pensait qu'il n'en était pas un. Avec justement, je crois, une grande difficulté de le voir, quoi, de comprendre quel est son sens, quelle est sa nature, que peut-on en faire. Et sans aucune angoisse, nous dessinions un parcellaire, on attribuait des fonctions publiques ou privées, un découpage. Et je me demande si c'est une solution, peut-être à une certaine échelle,
peut-être ce n'était pas la seule. Au fond, vous disiez beaucoup d'espaces verts. Non, on le sait bien, il n'y avait rien, quoi. C'est-à-dire que c'était d'une médiocrité terrible. Ces espaces extérieurs n'étaient, sauf s'il y avait une préexistence de géographie naturelle ou de campagne, j'imagine que les investissements de l'époque ont été absolument inexistants, et il n'y avait rien. Donc comment donner une qualité sans pour autant penser qu'il faut faire ressembler cela à ce que l'on connaît dans des villes plus denses ou plus vernaculaires ou plus historiques. Et pour ça, peut-être qu'on n'a pas assez voyagé à ces moments-là. Moi, je suis russe, d'origine russe, mon nom n'est pas. Et quand on est à l'est de Saint-Pétersbourg, qu'on prend le métro, le long de ce métro, on a des constructions de même nature. Je suppose que les progrès industriels, ce que les ingénieurs, en effet, faisaient à ce moment-là, étaient assez équivalents dans différentes situations. Simplement, les brevets étaient sans doute français. En tout cas, voilà, on construisait le même type de bâtiment, mais le long d'un métro, et en effet avec des espaces extérieurs d'une autre nature. Pas exemplaires non plus, mais différents. Donc peut-être on s'est un peu égaré, pas égaré, on a voulu, il me semble, alors je vais être désagréable avec personne, mais moi je m'interroge, et j'ai commis largement ça pendant longtemps, je me demande si la référence à certains modèles urbains connus était la bonne. Et peut-être oui, peut-être partiellement, peut-être à une certaine échelle, mais pas uniquement. Et pour bien connaître ces systèmes de parcs américains, sans vouloir radoter, mais je crois qu'on n'a pas encore bien compris et aussi leur transposition en Europe. Enfin, le Forestier en France aussi avait un projet d'ailleurs pour la banlieue parisienne qu'on connaît bien. Je veux dire, oui, il y avait peut-être d'autres manières de constituer des espaces publics, c'est le mot, mais pas nécessairement ceux des villes que l'on connaissait. Et je sais pas, au fond, je me rends compte qu'on est dans la même situation dans les territoires miniers, abandonnés depuis à peu près 40 ans, où déjà d'autres ont travaillé, dans le bassin minier par exemple, et toujours peut-être avec des références nostalgiques, là où ce sont peut-être d'autres manières de faire qu'il faut envisager. Alors, bon, je ne sais pas si je suis clair, mais moi je reste convaincu qu'en effet, il y a un immense potentiel. C'est ce qu'on a essayé de montrer avec Fingeppel, et je crois qu'à l'évidence, ici, il y a une continuité de géographie naturelle qui a un potentiel formidable. Les bâtiments se transformeront. Ce pavillonnaire est fragile, il évoluera évidemment, et il y a là, il y a un site, il y a une masse critique, il y a tout pour que la transformation opère, plus facilement qu'ailleurs sans doute. Avec Gilly. Oui, non, il y a plusieurs choses qui m'ont fait réagir tout à l'heure sur la question de la reconsidération dont les habitants avaient le sentiment, une fois que leur bâtiment avait été revu, ou la question de la place dans la métropole. Enfin, je pense que c'est même pas seulement qu'il y a une opportunité à agir, il y a une urgence à agir sur ce territoire-là. Parce que la question qui se pose pour tout le monde aujourd'hui, c'est quelle place on fait pour ces habitants-là dans notre société. Moi, j'ai fait une enquête avec mon agence auprès des enfants scolarisés à Bobigny. Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, on est allé les voir et on leur a posé des questions toutes simples sur le mode « c'est quoi l'école dont vous rêvez et comment est-ce que vous voyez la relation entre votre école et votre ville ?» Et ils avaient 9-10 ans, ils étaient en CM1, CM2. Il y en a un qui dit « mais pourquoi est-ce que sous prétexte que mon quartier est moche, on me fait une école moche ? Moi je vois à Paris, les écoles, elles sont différentes. » Et le problème, c'est que quand un enfant de CM1, CM2 dit ça et porte ça, c'est une responsabilité terrible, parce que derrière, enfin, tout ce que ça emporte derrière, c'est la question de la place qu'il a dans la société. On a travaillé dans plusieurs enquêtes sur comment est-ce que les habitants vivaient après l'ANRU. Et ils disaient, non mais c'est bien en fait, il n'y a plus les rats, on peut retourner dans les parkings et il y a de l'eau chaude. Sauf qu'en fait, ça c'était la base, c'est normal. Alors maintenant, peut-être que maintenant que ça s'est fait, on va pouvoir parler des vrais problèmes. C'est-à-dire la discrimination à l'embauche, c'est-à-dire la discrimination globale, c'est-à-dire le fait qu'on vit dans des quartiers qui sont à l'écart des autres. Et donc, de ce point de vue-là, l'urbain peut quelque chose. L'exemple de l'école le dit très très bien.
Mais la question derrière, c'est quelle place on fait dans la grande ville, dans la métropole. Vous parliez tout à l'heure de la question de l'économie. C'est des quartiers d'une richesse phénoménale. J'ai commencé ma vie professionnelle à la direction du Trésor, responsable de la politique de la ville. Et je devais me bagarrer pour expliquer à mes collègues qu'en fait, on avait des réserves de croissance potentielle dans ces quartiers phénoménaux. Parce qu'à partir du moment où ils sont a priori pas plus bêtes que les autres, le fait de faire une croix sur 20% de la population française, c'est suicidaire. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, on fait cette croix-là. On fait une croix dessus, et je reviens sur les questions urbaines. Cette richesse, elle est là, et elle pourrait être mobilisée. On a travaillé dans le cadre de la stratégie régionale d'innovation d'Île-de-France sur comment est-ce qu'on peut faire de la ville durable et doper l'industrie du bâtiment, du numérique, de l'optique, etc. en Île-de-France, pas seulement dans le cluster des cartes, pas seulement à Saclay, mais en mobilisant l'ensemble des entreprises franciliennes impliquées dans le secteur, à se dire, cherchons des territoires d'expérimentation variés. Comment est-ce qu'un produit, que ce soit du béton, du bois ou de la fibre optique ou quoi que ce soit, comment est-ce qu'un produit il est mis à l'épreuve de situations de marché extrêmement différentes? Comment est-ce qu'il garantit sa compétitivité à l'international? Il faut le tester dans des situations différentes. Dans la région parisienne, on a Paris intramuros, on a des villes nouvelles, et on a aussi des quartiers extrêmement compliqués. Le fait de mobiliser la pointe de l'innovation et de la recherche en France dans ces quartiers-là, sur des questions d'usage, sur des questions de construction de matériaux, d'occupation, de structuration de l'espace, ça pourrait être un signe. Ça pourrait aussi être une façon de réimpliquer des gamins qui sont en CAP, en BEP sur des parcours d'insertion pour les ramener vers des parcours de Bac+. Enfin, mais pour ça, il faut les regarder, ces quartiers, et avoir effectivement envie non seulement de les transformer, mais de les mettre en mouvement. Paul, un dernier mot, parce qu'on va ouvrir les questions à la salle rapidement. Juste quelques secondes. Le thème de l'expérimentation, pardon, moi je le trouve intéressant parce qu'on a quand même beaucoup... Il y a un traumatisme des grands ensembles, c'est-à-dire qu'on a été un peu effrayé par ça et on continue à l'être pour une large part. Et on s'est dit, il faut faire autre chose et il faut gommer ça. Il faut l'effacer, il faut le fondre, il faut le faire disparaître. Et la meilleure manière de le faire disparaître, ça a été de trouver d'autres formes connues, de mettre du parcellaire, de faire passer des rues, de retrouver un vocabulaire d'espace public connu pour un peu atténuer cette chose qui faisait peur. Et je pense que ça nous a interdit l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est un territoire qui vient de l'expérimentation, pas tellement. C'est quand même c'est une histoire d'industriel, c'est une histoire de statistique, c'est une histoire d'ingénieur des ponts. Enfin, c'est une histoire qui n'est pas si expérimentale que ça, quand même, cette affaire-là. Mais on a quand même cette idée que c'est le territoire de l'expérimentation sociale et que, de fait, l'expérimentation y est interdite. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est peut-être ce que montre aussi cette très belle exposition, parce que sur tous les grands ensembles, on voit, et vous le rappeliez, c'est 17%, c'est ça, du territoire, 7%. Ils se sont fondus, ils se sont noyés. Aujourd'hui, ils font partie... Il y a ces photos magnifiques du ciel, comment il s'appelle McLean. Ces photos de McLean qui montrent comment ça s'est érodé, c'est-à-dire que ces formes, elles se sont noyées dans la banlieue, dans la périphérie. Et je pense qu'aujourd'hui, les grands ensembles, on commence à les percevoir un petit peu différemment, et qu'il est peut-être temps, pour reprendre ce thème de l'expérimentation, d'envisager de nouvelles formes, qu'elles soient économiques, qu'elles soient spatiales, qu'elles soient architecturales aussi, dans ces grands ensembles. On se l'est interdit pendant 40 ans. Pendant 40 ans, on s'est interdit de faire de l'expérimentation dans ces quartiers. Et c'est peut-être là, effectivement, que se joue la ville de demain. Il nous reste juste quelques minutes. Est-ce qu'il y aurait quelques questions dans la salle? Moi, je veux dire quelque chose. Ah, je t'en prie, pardon. Moi, je trouve que ça fait 50 ans qu'ils sont un territoire d'expérimentation. On peut leur donner un petit peu de tranquillité et d'apaisement. Et je pense d'ailleurs que bon,
taxé de nostalgie. Enfin, je ne sais pas, on habite tous des quartiers dans Paris. On est très heureux de marcher dans les rues, n'est-ce pas? Enfin, la plupart d'entre nous, en tout cas. Et je trouve que c'est un peu dur de continuer à expérimenter sur ces gens qui vivent quand même très difficilement. Et bien sûr, de toute façon, il y a beaucoup de place. Il y a énormément de travail à faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de vocabulaire à utiliser. La seule question, c'est que ce soit quand même au service d'une histoire, pas forcément d'expérimenter son propre truc, mais voilà, moi, je suis pas forcément pour expérimenter à ces endroits-là. Voilà, peut-être, oui, dans des quartiers plus pourvus. C'est un mot qui fait toujours peur, hein, expérimenter. Hein, je note. Si, quand même. C'est très dur là-bas. Oui. Incontestablement. Moi, je vais laisser la parole à la place, mais moi, je dirais le contraire. Je crois qu'il faut systématiquement expérimenter partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de territoire qui serait des lieux d'expérimentation ou pas. Aujourd'hui, on est dans une situation du devenir du développement urbain, parce qu'il y a quand même des mutations importantes et à très très grande échelle, et que cette très grande échelle auquel on est confronté, qui est quand même relativement neuve, nous oblige de toute façon à expérimenter, puisqu'on rentre, on affronte ou on se confronte à des réalités qu'on ne maîtrisait pas jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, si on met un peu à part la région parisienne, mais je pense que c'est la même échelle, si vous prenez le développement des grandes villes dans le monde, ce sont des échelles qui sont des échelles tout à fait nouvelles pour tous ceux qui travaillent sur la ville. C'est gigantesque. Et ça, si on avait déjà des réponses préconçues à ça, eh ben on les appliquerait, mais on sait bien qu'on les a pas. Donc, moi, je crois que face à ça, la notion d'expérimentation, mais non pas de cobaye à tester pour voir s'ils réagissent et que si la patte se lève ou baisse, c'est bien une nécessité de nos sociétés contemporaines qui sont des sociétés qui vivent en ville. Et je ne stigmatise pas un groupe de population qui serait ceux qui vivraient dans la dorsale Est, parce que moi je pense que si on les stigmatise un peu, c'est qu'on les a exclus d'une société. Et parce qu'on considère qu'on doit faire pour eux. On pourrait peut-être se poser la question de comment est-ce qu'ils voudraient faire pour eux et pour les autres aussi. Et donc ça pose vraiment une question, moi je crois, à tous les spécialistes du développement urbain, la question du rôle de la discipline, de nos disciplines et de la connexion, enfin je dirais de la création de ce savoir. Nos disciplines, elles devraient être extrêmement populaires, elles sont encore extrêmement peu populaires pour qu'elles puissent être appropriées par tous ceux qui font la ville, qui vivent la ville, et qui nous donnerait des prescriptions bien plus aiguës qui nous permettraient de vraiment bien faire notre métier.